Salut à tous et bienvenue dans ce déjà 20e épisode de Game Next Door. Et comme vous avez lu le titre, vous savez que dans ce 20e épisode, nous allons nous intéresser au réalisme. On va d'abord tenter de cerner un peu la notion et de voir comment elle est employée dans le jeu vidéo. Et comme d'habitude, on questionnera justement cet emploi, autant celui des joueurs que celui des éditeurs. Le premier problème auquel on est confronté quand on essaie de parler de réalisme dans le jeu vidéo, c'est de savoir de quoi on parle, parce que tout le monde n'a pas la même vision de la chose, et surtout parce que la volonté de faire du réalisme dans un jeu peut a priori intervenir à plusieurs niveaux de sa conception. On va donc essayer d'y voir un peu plus clair. Commençons donc par le plus simple a priori, à quoi qui ressemble le jeu. Exit donc le cel shading, le pixel art, le low poly et tous les autres trucs un peu stylisés pour ne rester que sur ce qui tend à aller vers le photoréalisme. Et j'appuie sur cette tournure parce que le réalisme visuel est toujours relatif. Par exemple, si on compare les visages des poilus de Battlefield 1 et celui de ce bon vieux Pierce Brosnan sur 64, effectivement, niveau détail, c'est pas tout à fait la même limonade. Cependant, dans les deux cas, la démarche est la même, utiliser la technologie pour atteindre un rendu avec une précision maximale. Et la précision maximale de 2017 n'est pas celle de 97, c'est donc juste une histoire de possibilité à un moment donné. Aujourd'hui, on arrive à des rendus extrêmement précis, même si ça apporte son lot de problèmes liés à l'Uncanny Valley, dont on n'arrive pas encore à sortir tout à fait. À côté des textures et autres trucs dont on ne prétendra pas connaître les arcanes, se pose aussi le respect des couleurs, des échelles et des proportions. Pour illustrer ça avec le contre-exemple, la direction artistique de Dishonored s'éloigne du réalisme d'abord par son character design. Les mains sont légèrement hypertrophiées et les traits des visages sont accentués pour appuyer les personnalités des différents personnages. On n'est pas dans l'abstrait ni le cartoon, mais il y a une volonté de dépeindre le monde de manière un peu fantasmée. On peut aussi penser à la série des BioShock, qui est un peu dans le même ton, ou à la licence Gears of War, qui avait tout de même une légère tendance à surcharger musculairement ses protagonistes, défiant au passage un certain nombre de conventions anatomiques. Ensuite, il s'agit aussi d'ancrer l'univers du jeu dans notre réalité, parce que si Geralt de Rive et Joel sont modelés dans des proportions respectueuses de l'anatomie, et des standards du mec badass de base, les mondes dans lesquels ils évoluent divergent subtilement d'une autre. Difficile de parler de jeu réaliste alors qu'on y tabasse des mecs à tête de chanterelle ou des griffons et des cocatrix, même si, et ça vaut le coup d'être mentionné, dans ces deux jeux le fantastique est traité de manière très cohérente. The Last of Us dépeint comment notre monde pourrait tourner avec une telle épidémie, et dans The Witcher, toutes les histoires de magie et de monstres sont intégrées dans un monde médiéval classique. Les magiciennes ont une place dans la politique locale, les habitants tentent de gérer les stroms qui leur piquent leur bétail, etc. Un peu à la manière de Game of Thrones où la magie est plus synonyme de peur que de fascination, et en tant qu'audience on y croit, mais ce n'est certainement pas notre monde. Enfin, la tonalité du jeu doit aussi aller vers le réalisme. Et je vais peut-être m'expliquer sur ce que j'entends par tonalité. Par exemple, à la lueur des supposés principes qu'on a évoqués jusqu'ici, la série Uncharted semble tout à fait rentrer dans nos critères. Les graphismes sont très réalistes, ça se passe dans notre monde, et les personnages sont bien construits. Si bien que même ici, dans cette chronique nuancée, on s'est souvent amusé à se moquer du jeu pour sa fameuse dissonance ludonarrative, parce que Nathan Drake est dépeint comme un bon gars, alors qu'il zigouille une bonne pelletée de père de famille à chaque fois qu'il débarque dans un patelin. Mais en prenant un peu de recul, c'est une saga qui met beaucoup plus en avant le côté épique, presque chevaleresque de l'aventure. C'est un peu comme Indiana Jones, on est bien plus sur un truc bon enfant, divertissant, qui fait que même quand il abat froidement un pauvre autochtone, Harrison a juste l'air cool. Et ça fonctionne parce que la tonalité du film n'est pas le réalisme, mais l'aventure. Et c'est un peu pareil pour Uncharted. Du coup, cette fameuse dissonance n'a pas tant d'importance que ça, parce que le jeu n'a jamais essayé d'aborder les thèmes du meurtre, de la culpabilité ou autre. Ça peut être incohérent pour certains, mais les autres savent qu'ils sont juste là pour en prendre plein les mirettes. On peut penser aussi au GTA, parce que si tous les médias vieillissants tentent de dépeindre la série comme étant une ode réaliste à la violence, il suffit d'y jouer pour se rendre compte qu'on est dans un délire beaucoup plus second degré, et que le jeu a toujours conscience de n'être justement qu'un jeu. Ils arrivent quand même à rendre drôle l'explosion de la tête du patron de Facebook. C'est très exagéré, et avec quelques neurones alignés, on peut réaliser que c'est pas trop comme dans la vraie vie. Et il nous reste donc un tout petit détail à régler, à savoir l'interaction avec le système de jeu et ses mécaniques. Et c'est là que ça commence à coincer un peu, parce que le réalisme en tant que mouvement artistique, ça n'a jamais été uniquement de l'esthétique, c'est aussi, et surtout en fait, une manière d'aborder certaines thématiques. C'est le moment vulgarisation, enfin un peu à l'arrache quand même, hein. Le réalisme, et par extension le naturalisme, est un courant né au 19e siècle en littérature et en peinture. Alors je ne vais pas vous ressortir mes cours de français de seconde, mais l'idée était de se détacher des fantaisies bourgeoises pour s'intéresser au peuple et aux problèmes socio-économiques qu'ils connaissaient alors. La démarche était donc de dépeindre, littéralement ou visuellement, la réalité sans artifice, représenter et communiquer ce que vivaient les hommes et les femmes de l'époque, Zola et Courbet étant considérés comme les chefs de file de ce mouvement. Ce n'est évidemment pas quelque chose qui a disparu depuis, mais le réalisme s'est retrouvé dans d'autres médias comme le cinéma ou la série. On peut par exemple
mentionner The Wire, qui décrit la vie à Baltimore par toute une fresque de personnages crédibles et enchaînés à leur environnement. Ainsi, l'idée est donc d'aborder certaines thématiques en usant des codes de chaque médium pour les transmettre au mieux à l'audience. Ça peut être des descriptions en littérature, ou du cadrage et des mouvements de caméra particuliers au ciné, et c'est notamment sur ce point-là que ça se complique avec le médium vidéoludique, dont le code le plus caractéristique est l'interaction avec les mécaniques de jeu. Parce que transposition du réel et insertion de mécaniques de jeu, c'est pas forcément deux trucs qu'on associe facilement. L'idée de dépeindre des réalités sociales et ou historiques en y ajoutant une dose de fun a effectivement de quoi surprendre. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on nous vend par palette entière depuis maintenant une grosse quinzaine d'années. Oui, vous l'avez deviné, on va parler des jeux de guerre. Les jeux prenant pour scène la guerre ont toujours été influencés par le cinéma, et ce depuis les débuts du médium. L'imagerie hollywoodienne a dicté de nombreux codes visuels aux jeux qui s'en inspiraient pour vendre leur soupe. Mais si avant les années 2000 c'était surtout la stratégie qui dominait la thématique, un petit film de 1998 est venu donner des idées aux éditeurs et faire passer le FPS du dérouillage de monstres baveux à quelque chose de bien plus terre à terre. Après cette scène de débarquement qui est peut-être devenue encore plus culte que le film lui-même, toute une génération nourrie aux jeux vidéo s'imagine déjà libérer le monde en prenant d'assaut des bunkers nazis et en roulant sur les forces de l'Axe à bord d'un bon gros tank des familles. Souhait très largement exaucé puisqu'un an après le soldat Ryan, Medal of Honor débarque dans les chaumières, complètement imprégné de l'esthétique du film, ce qui est peu étonnant quand on sait que Spielberg est aussi derrière. Suivront ensuite les désormais connus Call of Duty et Battlefield pour s'engager dans une course à celui qui aura la plus grosse crédibilité. Si chaque année qui passe permet d'ajouter une fine couche de détails aux troufions qui s'y entretuent, les guerres dépeintes dans les dites licences se modernisent, notamment avec Modern Warfare qui en 2007 place le conflit dans des pays comme la Russie ou l'Ukraine, mais aussi dans un pays fictif du Moyen-Orient. On citera aussi Battlefield 2 qui nous plonge dans une troisième guerre mondiale contre la Chine et la coalition du Moyen-Orient, mais aussi à Medal of Honor qui en 2010 s'attaque à l'Afghanistan. Et bien sûr, tous ces jeux sont vendus à grande pompe de réalisme et d'immersion. On nous y envoie donc nettoyer des pays qui sont en ce moment même en conflit, et auxquels nous sommes largement exposés par cette petite fenêtre sur le monde qu'on appelle la télé. Pour renforcer le réalisme du terrain, les armes, véhicules et accessoires utilisés en jeu sont copiés sur le matériel militaire moderne. D'ailleurs tout ce bel outillage est élégamment mis en avant, que ce soit pendant les briefings ou les chargements. On travaille aussi sur l'ambiance visuelle et sonore, avec une imagerie proche des documentaires portrayant l'armée américaine, et avec un soin tout particulier dans le boom boom et les pam-pam. Le studio derrière Medal of Honor est même allé jusqu'à attacher des micros à des hélicoptères Apache pour enregistrer les sons de décollage et de mitraillage. Tout est donc mis en œuvre de la campagne de communication à la conception pour ancrer le petit occidental dans la guerre, la vraie, celle qui ruine des familles et distrait les gouvernements. À un ou deux petits détails près, parce qu'il s'agit tout de même de zigouiller des gens dans cette histoire, et que si sur certains aspects le réalisme est poussé à son paroxysme, en regardant d'un peu plus près on constate assez facilement à quel point on s'éloigne de la réalité pour permettre à cette proposition paradoxale qui est le fun dans la guerre de fonctionner. On parlait à l'instant de l'enregistrement des bruits d'un Apache, mais pour ce qui est des bruitages et des cris des hommes qu'on abat, c'est tout de suite beaucoup plus doux. Johan Faniz, ancien directeur créatif chez Ubisoft et connu pour avoir co-créé Soldats Inconnus, a raconté une histoire assez intéressante à ce propos lors de l'Indicate 2016 à Paris. À l'époque où il enregistrait des sons pour un jeu de guerre lambda, il est chargé de trouver des cris de personnes mourantes, et après quelques essais et phases de playtest, son équipe s'est vite rendu compte qu'il valait mieux faire dans le feutré que dans le réalisme. En utilisant des râles d'agonie réellement crédibles, les playtesteurs ne voulaient tout simplement plus jouer après quelques frags. L'équipe s'est donc tournée vers des cris beaucoup moins marqués pour ne pas perturber le fun, et clairement, c'est une tendance dans absolument tous les jeux. Et oui, même dans Battlefield 1, c'est pas parce que c'est détaillé que c'est la réalité. Ensuite, le photoréalisme qui sert d'argument de vente à chaque trailer trouve aussi ses limites chez ceux qu'on doit tuer. L'animation scriptée du Silent Kill de Battlefield 3 avait notamment fait polémique, tant le regard des hommes qu'on égorgeait semblait empli de tristesse dans la compréhension de leur funeste avenir proche. Et vous noterez que la plupart ont le visage caché, là aussi pour limiter les dégâts. Parce que si c'est avant tout une limitation technique, la non-modélisation du visage des ennemis est aussi une manière de les déshumaniser pour faciliter les headshots qui s'enchaînent. Si ce n'est pas non plus un jeu hyper réaliste, Horizon par exemple planque le visage des ennemis humains derrière des masques, alors que les membres des tribus alliées, eux, sont à visage découvert. Et dans tous les aspects du design des jeux de guerre, on retrouve des petites combines de ce genre pour éviter justement aux joueurs d'être confrontés à des morts trop réalistes. Ça va de la disparition des cadavres jusqu'aux balles qui ne pénètrent pas les modèles 3D, en passant par le background des ennemis, parce que c'est tout de même plus confortable de tuer des nazis et des terroristes. Et loin de moi l'idée de défendre ces catégories de personnes, mais ça nous semble important de conscientiser ces procédés. Surtout que dans certains cas, beaucoup plus extrêmes, on est d'accord, ces procédés sont employés à des fins un brin propagandistes qui font écho aux manipulations usées par les États en temps de guerre. Bon ok, et c'est quoi la morale? Que la guerre la vraie c'est mal? Merci Game Next Door.
Alors pas vraiment, parce que je crois qu'on a tous plus ou moins dépassé ce stade de la réflexion. En revanche, ça nous semble important de nuancer le supposé hyper-réalisme qu'on nous vend et que certains joueurs acclament avec ces jeux, parce que ce qui est dépeint dans ces derniers, c'est une version extrêmement aseptisée de la guerre, et que le rechargement automatique de la santé n'est certainement pas le seul point sur lequel les développeurs s'appliquent pour les rendre grand public. C'est toute une pléthore d'artifices qui sont imbriqués dans ces jeux pour en préserver le fun. On est tout de même bien loin des intentions premières du mouvement réaliste, et ce sur de nombreux plans. Et c'est pour ça que quand on parle de réalisme dans le jeu vidéo, j'ai tendance à être un peu sceptique, en tout cas quand ça concerne le AAA bourru, car nous regardons peut-être dans la mauvaise direction. J'imagine que certains nous mentionneront les fameux simulators. Difficile de faire plus crédible que la conduite d'un camion-benne dans un faubourg d'outre-Rhin, ou une petite moisson en tracteur au calme. Mais on notera néanmoins que c'est plus du mimétisme que du réalisme, dans le sens où il n'est pas question de créer une fiction qui dépeindrait la vie réelle. Et c'est pour ça qu'en tant que mouvement artistique, le réalisme se retrouve peut-être plus simplement dans ce que certains appellent les jeux expressifs, des jeux qui se délestent justement du fun absolu pour nous transmettre d'autres émotions, en nous plongeant par exemple dans des situations quotidiennes pour en exacerber les travers et les paradoxes. Même si sur le plan esthétique on est effectivement bien loin de la réalité, il prolonge un peu cette vision de sensibiliser l'audience à des problématiques qui font écho à la vie réelle. Alors que dans un bon gros Call of, l'idée c'est quand même de s'enjailler. Et il y a clairement rien de mal à ça, mais c'est avant tout un système ludique enveloppé dans une imagerie militaire, et si on peut effectivement toucher à 2-3 sujets sérieux, la base du FPS ça reste le fun et l'adrénaline, et donc logique que le tout soit suffisamment aseptisé pour ne pas ruiner le plaisir de jeu. Enfin, on terminera sur le fait que le réalisme, quoi que ce mot implique, ne peut pas être un gage de qualité, ce n'est jamais qu'une piste de réflexion parmi d'autres, et nul doute que le médium a encore de quoi évoluer et apporter son lot de mouvements se terminant par le suffixe isme. Merci d'avoir suivi cet épisode, pas forcément facile à construire, tant la notion de réalisme peut sonner de manière différente selon les personnes. On imagine qu'on discutera d'ailleurs de tout ça dans les commentaires. Chaque épisode de GND est financé sur Tipeee, on a besoin de ressources pour faire vivre l'émission, donc si vous avez la possibilité de nous soutenir, allez faire un tour sur notre page. A bientôt, et cœur sur vos manettes. Hold on, don't get lost in the stream. I got a raft we can cross on the beam. All for the one and it's all for the team. Got a message from the heavens that was brought through a dream. This is God's green earth, it's a gift and it's worth much more than you see planting seeds in the dirt. My earth is a queen, may she be blessed with birth. Be immersed, I believe, reaffirm, we emerge.